Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, il y a Lynn qui marchait sur mon clavier avant de commencer, mais c'est rien de grave. Alors, comme je disais, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être la lecture des premiers chapitres. Mais en fait, je pense que ça va être la lecture du prologue de L'œil des Guimards de Gabriel Jacquet qui est publié aux éditions Lux et Nox. Je vais glisser justement le pied vers la page si vous voulez vous le procurer. Alors, qu'est-ce que c'est? L'œil d'Igmar, c'est le premier tome du Chant des Anciens, qui est, dans le fond, une saga de space opéra. Alors, ça va comme suit. Une ombre plane sur la galaxie et sur l'équilibre des 5 maisons. Un organisme fongique carnassier, élevé au rang de Dieu par un nombre grandissant de fidèles, rampe vers le centre galactique, se nourrissant des corps et des esprits. Démétra Dantuse, ou ouais, Dantuse, moi je pense que c'est comme ça qu'on peut le prononcer, jeune capitaine aux origines mystérieuses, est assaillie par de sinistres visions. Elle entrevoit un futur proche, inévitable, dans lequel tout ce qu'elle aime est anéanti. Poursuivant des objectifs connus d'elle seule, elle vogue de planète en planète et avance ses pions à l'ombre de la tempête qui approche. L'œil d'Igmar est le premier volet d'une fresque spatiale aux 1000 visages. Véritable ode à l'humanité, à ses espoirs et à ses peurs, à sa splendeur létale qui transcende le temps et l'espace. Donc, l'extrait est juste ici. Prologue. Le jour se levait sur les plaines fertiles d'Aoxo. Comme un œil encore embué, l'astre ambré perçait à l'horizon, dévoilant les ombres des collines. Au nord, les névés glabres de la chaîne des Zouraya se teintaient de rose pastel. Une senteur de terre fraîche s'évadait des étendues dorées des champs de mil. L'humidité nocturne s'évaporait en larges volutes pour laisser place à la sécheresse du jour. Aux abords des prairies cultivées, des bandes de terre boisées étaient éclaircies çà et là par les huttes aux toits de chaume des villages aoxus. Des claquements de portes, des têtements d'outils chargés dans les charrettes et des plats de nourrissons répondaient au chant matinal des oiseaux. Une nouvelle journée de labeur agricole débutait et on pouvait entendre le doux concert engourdi d'activités humaines qui s'élevait des petits villages, accompagné des renâclements du bétail et des bruits d'éclaboussures des enfants qui jouaient dans la rivière. En somme, cette journée se présentait comme tous les autres. Depuis plusieurs siècles, les villages qui couvraient la plaine travaillaient la terre pour nourrir le royaume d'Aoxo. Comme chaque cycle, la courte période de floraison allait poindre et des cohortes de jeunes citadins allaient rejoindre les familles d'agriculteurs pour récolter dans la bonne humeur le fruit d'une année de labeur. Des convois de charrettes emplis de vivres pendraient le chemin de la ville sous les acclamations et les pétales de fleurs envoyés au ciel par un peuple qui n'avait jamais manqué de quoi satisfaire sa faim. De mémoire d'homme, jamais les Aoxus n'avaient eu à souffrir du manque, de la maladie ou de quelque autre fléau qui s'acharne bien souvent à venir gâcher les célébrations d'un peuple humain. C'était donc dans l'expectative d'une journée insouciante, d'une année heureuse, d'une vie prospère, que les villageois des terres bistres d'Aoxo s'éveillaient en ce jour. Mais alors que le soleil avait déjà bien entonné sa course quotidienne, les bruits du labeur se firent silence de mort. Ce fut comme si le temps s'était brusquement suspendu, englué dans une nasse collante. Tous levèrent les yeux au ciel. Ils y virent la grand-gaine qui striait l'atmosphère pour s'abattre sur leur insouciance. À travers le fin linceul des nuages, des colonnes de fumée s'étiraient, dirigeant leurs pointes enflammées vers la surface. Là-haut, un dieu cruel griffait la toile céleste pour l'ouvrir sous le vide des ténèbres. Peu à peu, les pointes rougeoyantes des aiguilles noires se rapprochèrent des dômes boisés. Personne au pays d'Aoxo ne comprit ce qui était en train de se passer et la panique gagna les campagnes et les villes. Dans la capitale, les voix des sages annoncèrent la fin des temps, la punition des dieux moqueurs. Une âme avisée des caprices de l'univers, elle, aurait connu sans peine la course impassible et cruelle des météores. Les heures qui suivirent furent marquées par une agitation incrédule. Les bataillons armés furent mis sous le pied de guerre, prêts à combattre des démons, des armées venues du ciel ou les insaisissables ravages des flammes. Les doigts pointaient vers les cieux et la terreur s'emparait des cœurs. Alors que les objets célestes continuaient de se frayer un chemin jusqu'à la surface tranquille des vertes âcres Aoxus, tous les témoins retenaient leur souffle. Malgré les incertitudes quant à la nature de ce phénomène, un sinistre constat s'imprimait dans tous les esprits. Tout compte fait, cette journée ne serait pas comme les autres.
Lorsque les météorites frappèrent la Terre, de puissantes ondes de choc rasèrent tout ce qui était susceptible de l'être sous plusieurs kilomètres. Les champs et les forêts furent carbonisés en une fraction de seconde, les villages et les cités furent soufflés comme des fétus de paille. Quand la sanction céleste s'estompa, des nuages de feu et de fumée s'élevèrent lentement vers le ciel à partir des ondes d'impact, perçant la voûte nuageuse pour aller se perdre dans les dernières limites de l'atmosphère. Au fil des heures qui suivirent, la brume charbonneuse se dissipa peu à peu, dévoilant les gigantesques objets venus des cieux, plantés comme des projectiles de plomb dans la terre. Leur surface était constellée de motifs taillés dans la roche. Des hiéroglyphes obscènes et des gravures représentant l'Apocalypse recouvraient la surface calcifiée des météores. La taille impensable de ces pierres monolithes leur donnait l'allure d'artefacts mythologiques extraits d'un cauchemar. Sur chaque météore, entre les motifs complexes et étranges, des grands cercles étaient taillés, semblables à des écoutilles scellées. Tout autour, le pays d'Aoxo n'était plus qu'un paysage noir de désolation où même les nobles montagnes avaient été polies pour ne plus ressembler qu'à des collines de cendres. Alors, une vibration secoua la croûte terrestre dans les environs des objets venus du ciel. Les grands cercles gravés s'ouvrirent lentement dans un grondissement retentissant. Des avalanches de filaments lactescents, semblables à des vaisseaux sanguins, s'échappèrent en silence des orifices béants. C'est alors que le cauchemar commença. Le fin duvet de matière organique se répandit sur le sol, rampant sur la surface noire des cratères où étaient logés les météores. Au fil des jours qui suivirent, le réseau d'axones mouvants continua de s'étendre lentement sur des kilomètres, recouvrant l'ensemble des terres sinistrées. Le mycélium blanc dévora les restes abattus de la végétation soufflée par l'onde de choc. Revigoré par cet apport en nutriments, il se fit plus épais et continua de s'étendre en accélérant. Oui. En attention. Plus tard, de tous côtés du rayon de propagation, la matière dévoreuse finit par aborder des zones densément boisées, peuplées d'une faune variée. La brume à la soif inextinguible gagna encore en vitesse au fur et à mesure qu'elle ingérait ce qui se trouvait sur son passage. Elle commença à prendre des formes diverses, en constant changement, ne laissant sous son passage qu'une dense matière fibreuse mouvante de laquelle s'estriaient des piliers arborescents de matière viciée. La masse silencieuse gagna encore en vitesse et devint une monstrueuse vague fongée qui étendait ses ramifications partout où il lui était possible de le faire. Quelques heures de plus et toutes les civilisations du globe furent englouties. Les tribus des seigneurs de guerre du Kavestan, les brillantes cités des 6 dynasties du désert de Baoao, les Vas des jungles abondantes du continent corusien, les assemblées nomades du cercle polaire, ainsi que quantité d'autres cultures qui avaient bravé les siècles, disparurent dans un gargouillis de moisissures colorées. Des livres, des œuvres d'art, des savoirs ancestraux et des trésors de créativité furent engloutis par la mystérieuse grand-gaine venue du ciel. Je vais juste me moucher, ce sera pas long. Hey, salut, hey, Shooter, content de te voir. Désolé de savoir que tu vas finir tard pour ta job. Reste avec moi, je vais essayer de t'égayer un petit peu, là. On est en train de, on est en train de lire, je dirais, une destruction de planète, là. C'est comme ça, par des champignons. C'est à peu près ça que je peux résumer. Alors, des milliards de cœurs cessèrent de battre dans un silence sépulcral, car ceux qui furent absorbés accueillirent leur mort immobile, avec le sourire aux lèvres et des larmes de joie dévalant leur visage, comme s'ils accueillaient la bénédiction d'un dieu. Il ne resta plus de ce monde qu'une surface bouillonnante en constante transformation, d'où émergeaient des imitations grotesques de structures organiques aux allures d'animaux, de plantes ou d'insectes dénaturés. Ça et là, des visages humains grimaçants émergeaient, fondus dans le magma fongique, hurlant leur peine pour l'éternité aux pieds de champignons filamenteux qui déployaient leurs corolles gargantuesques à des kilomètres de hauteur dans un ciel corrompu. La mort s'était étendue sur la surface de la planète sobrement nommée TL 8677, comme la moisissure s'installant sur un fruit au mûr. Ceux qui avaient vécu sur son épiderme demeureraient éternellement anonymes. Acte 1.
Chapitre 1. Vire à droite! Cria Ibrom dans le conduit radio. Il avait visiblement été entendu car la masse du vaisseau effectua une brusque embardée, évitant de justesse de s'écraser sur un astéroïde massif. Bon sang, Exem, reprit-il, je veux bien t'aider, mais jette un œil au gratteur de temps en temps, ça nous éviterait d'être désintégrés comme. Il fut coupé dans son reproche lorsque le vaisseau piqua vers le bas pour effectuer une vrille, frôlant d'à peine quelques mètres un amas d'astéroïdes. Quand l'engin se stabilisa, Ibrom ne se sentait plus de grogner contre son compagnon pilote, qui était décidément plus vif que lui. La voix discrète d'Exem se fit alors entendre sur le canal radio. « Nous entrons dans une zone plus dégagée. Je coupe le moteur principal. Ramène-toi, Ibrom. » La vieille estafette pompeusement nommée Kraken était un petit modèle démodé de vaisseau messager qui devait plus son nom aux quelques tentacules de prospection minière repliés sur ses flancs qu'à sa taille. Le capitaine du Kraken avait insisté pour que les règles strictes concernant les modifications qu'on pouvait apporter aux vaisseaux matriculés soient dûment violées. Ainsi, la petite estafette était devenue à la fois un vaisseau d'exploration, de minage, de combat et même de course. Tout ce qui était habituellement interdit, le capitaine pouvait l'obtenir. Le Kraken et son équipage réduit dérivaient dans un champ d'astéroïdes aux confins de la galaxie, là où les étoiles devenaient si peu nombreuses et si faiblement lumineuses qu'on avait constamment l'impression de naviguer dans une obscurité totale. Sur le fond noir de l'espace s'étalait le voile laiteux du centre galactique. Les spots qui avaient été ajoutés à l'avant de l'engin hybride permettaient de voir les objets qui dérivaient jusqu'à 200 mètres devant sa proue, ce qui était très peu. La faible lueur que procurait la naine brune la plus proche n'arrangeait pas grand-chose à l'affaire. C'était pour ces raisons qu'Ibrom, le copilote, s'était positionné dans la bulle d'observation au sommet du vaisseau pour aider Exem à y voir plus clair. Naviguer avec une visibilité si médiocre dans un champ d'astéroïdes pouvait être considéré soit comme du suicide, soit comme de la folie pure, et le capitaine du Kraken n'était pas réputé pour être suicidaire. Les 3 membres subordonnés de l'équipage étaient rassemblés dans la salle de commande. Le pilote Exem et son copilote Ibrom bavardaient en s'en assécher les muqueuses, comme à leur habitude. À cet instant précis, leur conversation tournait autour de leur conquête galante dans les bordels lors de la halte de quelques jours qu'avait récemment faite le Kraken à l'avant-poste Tibli 8. Exem et Ibrom avaient grandi ensemble et poursuivaient leur vie d'adultes suivant les mêmes dispositions. Le capitaine avait vite développé une tendre affection pour ses inséparables et guilleraient énergumènes. Mais la bonne humeur qu'ils apportaient à l'équipage n'était pas la seule raison pour laquelle ils avaient été enrôlés. Leur maîtrise de la navigation spatiale était indéniable et eux-mêmes étaient trop bien heureux de voir toutes leurs demandes en amélioration technique illégale satisfaites. Exem était un grégalet d'une douceur qui n'égalait que sa timidité maladive. Une paire de lunettes massives trônait sur son visage poupin, grossissant ses yeux pour lui donner un air de premier de la classe. Il était effectivement très doué et se vantait souvent de maîtriser les mouvements des engins spatiaux comme s'ils étaient des extensions de son propre corps. Ibrom était un bel homme au teint hâlé, aux traits rigides, mais au sourire d'une douceur enjouée qui ferait oublier les plus graves préoccupations. Il n'éprouvait aucune jalousie vis-à-vis de la position hiérarchique de son ami. Il devait reconnaître que, malgré sa vue déplorable, Exem était un pilote inimitable. Ibrom acceptait donc avec bonne humeur son poste de copilote, ne manquant jamais une occasion de faire remarquer que les rôles avaient toujours été inversés en matière de conquête amoureuse. Tandis que tous deux riaient en murmurant des phrases dans le patois incompréhensible d'Ectalion, leur planète natale, Tancred Grandfleur se tenait debout un peu à l'écart, les bras croisés. Il fixait par-dessus les épaules des 2 jeunes navigateurs la grande baie d'observation. Ah, ok, c'est Link joue avec un sac. Il fixait par-dessus les épaules des 2 jeunes navigateurs la grande baie d'observation. Derrière la vitre, les milliers d'astéroïdes flottaient, impassibles, prenant une teinte blanche lorsqu'ils étaient éclairés par la faible étoile la plus proche, s'éteignant quand la lueur de l'astre était obstruée. Tancred Grandfleur accusait un certain nombre d'années, tellement qu'il ne voulait plus les compter. Il conservait un visage harmonieux malgré son âge avancé, et sa longue chevelure blanche était tirée en arrière en une natte ornée de joyaux et autres amulettes. Si les 2 navigateurs portaient la tunique habituelle du personnage d'équipage, un uniforme sobre gris anthracite, Tancred disposait d'une tenue plus raffinée. Il portait une blouse de cuir sombre ornée d'arabesques de velours bleuté. Son col rigide, comme sa treste, était incrusté de pierres précieuses apportant des couleurs plus chaudes au reste de sa tenue.
Il portait toujours au cou un foulard léger d'un rose effacé qu'il ne quittait jamais. Tandis qu'il observait le balai éternel des astéroïdes, son visage demeurait neutre et insondable. Il attendait l'arrivée du capitaine. Les hommes de l'équipage aimaient le capitaine, mais Tancrède l'aimait plus que quiconque pour l'avoir vu grandir et avoir été à son service dévoué depuis son plus jeune âge. Soudain, la porte en acier du fond de la salle de commande, celle qui menait au quartier personnel du capitaine, s'ouvrit en un claquement assourdissant. Dans un bruissement de feuilles volantes, accompagné d'un parfum fruité, Démétra d'Anthuse fit son apparition. Tancrède, Ibrum et Exem se retournèrent pour voir la jeune femme dévaler les quelques marches en fer qui la séparaient du poste de commande. Elle passa à côté de Tancrède et le gratifia d'une tape affectueuse à l'épaule, les yeux rivés sur le panorama qu'offrait la grande baie d'observation. Elle s'arrêta à hauteur des deux pilotes et ceux-ci inclinèrent légèrement la tête avec déférence. « Quelle course folle vous nous avez offert là, mes amis! » s'exclama-t-elle en souriant. « Votre attitude à nous éviter une pulvérisation soudaine m'impressionnera toujours. » Ibrum et Exem s'adressèrent un clin d'œil plein de fierté. Un compliment du capitaine sonnait toujours comme la plus douce des mélodies. Elle alla s'appuyer à la rambarde, elle plongea son regard dans la nuée d'astéroïdes et se mordit la lèvre inférieure comme à chaque fois qu'elle se concentrait. En toute objectivité, Démétra était une très belle femme. Ses longs cheveux sombres aux reflets cuivrés, tirés en arrière à la hâte, contrastaient avec sa peau blanche comme du lait. Elle avait un visage délicat, un nez fin, des lèvres généreuses, le tout illuminé par deux grands yeux d'un bleu foncé vertigineux, étrangement mouchetés de reflets d'or. On lui devinait facilement un corps généreux lui aussi, bien qu'elle ne s'habillât jamais qu'avec des vêtements d'une simplicité négligente qui n'en laissait pas voir la grâce. Du haut de ses 23 années anthusiennes, Démétra avait le visage marqué par une innocence teintée d'espièglerie enfantine. Elle s'émerveillait de tout ce qui croisait son regard, et ce sombre balai de rochers flottants dans le vide n'était pas en reste. « Par là, fit-elle enfin en pointant du doigt la nuée rocheuse. « Pardon, capitaine » s'enquit Exem qui, de toute évidence, avait besoin d'indications légèrement plus précises. Elle se baissa à côté du pilote, lui agrippant doucement l'épaule, plaça son visage à côté du sien et pointa à nouveau l'objet de son attention. « Là, cet astéroïde en forme de sablier, tu le vois? » Exem tenta de se concentrer sur ce que lui montrait en faisant abstraction du contact envoûtant avec ses joues. « Je le vois. Allons-y. » Démétra se redressa, repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille et se dirigea vers le vieux Tancrède pour aller s'entretenir avec lui pendant qu'Exem traduisait la destination à Ibrum dans un langage technique plus précis. Tancrède Grandfleur sourit à l'approche de Démétra, mais elle le connaissait trop pour ne pas voir son inquiétude. « Détends-toi un peu, Tancrède, lui dit-elle d'un ton railleur. Je t'assure que tout va bien aller. On passe voir ce qui reste de cette épave et on dégage rapidement. » Elle se retourna de nouveau pour scruter la baie d'observation. « Je suis curieuse. » Tancrède conserva son sourire, mais ne put s'empêcher de laisser échapper un sourire. « Oui, tu es curieuse. Mais combien de fois cet innocent défaut nous a-t-il menés dans un impossible pétrin? Ta curiosité a beau être contagieuse, ton imprudence sera toujours l'objet de mes inquiétudes. »« Comme ça, nous faisons la paire, rétorqua-t-elle avec un large sourire. Certes, mais il ne m'empêche. Savoir que ces astéroïdes regorgent d'octalium me donne des frissons. Satisfais ta curiosité le plus rapidement possible et déguerpissons d'ici. Nous n'avons rien à faire là. J'entends bien, Tancrède. Elle posa la main sous son bras. Je suis imprudente, mais pas idiote. Nous allons voir ça rapidement. Excusez, je vais aller chercher Link, qui je pense qu'il est en train de... Il est à une place qui n'est pas supposée être. Okay, je vais reprendre ma lecture. Elle le fixa de ses grands yeux bleus, d'un air très sérieux, puis son visage s'illumina à nouveau de sa malice habituelle. Ceci dit, qu'est-ce que je m'ennuierais si tu n'étais pas là pour me rappeler l'inconscience de mes actes? Une quinzaine de minutes plus tard, le Kraken approchait lentement de sa destination. Excusez-moi. L'engin effectuait des cours pour éviter certains astéroïdes, mais la tâche était relativement simple, la zone étant désormais plus dégagée.
Affairés aux commandes du vaisseau, les deux navigateurs n'étaient pas concentrés au point de devenir muets. Ils parlaient entre eux en riant et Ibrom alpaguait régulièrement Démétra et Tancrède qui se trouvaient debout derrière pour leur raconter les anecdotes qu'ils considéraient comme juteuses. Et alors, à ce moment précis, aucun de vous deux n'aurait reconnu notre cher Exem, énonça-t-il d'une voix théâtrale, comme s'il savourait lui-même son récit. Notre gringalet préféré a terminé sa chope d'Ogji d'une seule traite et s'est levé de sa chaise en retroussant ses manches. Je dois d'ailleurs préciser que les dites manches sont tout de suite retombées jusqu'à ses poignets, puisque ses bras sont bien trop fins pour qu'il puisse se permettre cet effet de style. Il s'est approché du grand gaillard qu'il m'amenait sa coûteuse dulcinée de la veille, et croyez-moi ou non, il lui a envoyé son poing dans la figure aussi fort qu'il pouvait. Il s'esclaffa comme s'il revivait l'instant. Exem souriait, ses mains parcourant les commandes du kraken. Son visage avait pris une teinte écarlate. Tancrède et Démétra riaient de bon cœur en imaginant le pilote habituellement si calme dans le feu de l'action. « Et alors, mesdames et messieurs, vous ne devinerez jamais qui était ce type costaud qui s'est fait broyer le nez par Exem. Figurez-vous que c'était à la fois le maquereau de la chair et tendre d'Exem et à la fois le patron même du bar dans lequel nous nous trouvions. » Ibrom rit en s'entordant les côtes. « Heureusement que le fier et pédant marshal de ce trou perdu s'enivrait lui aussi dans ce bar ce soir-là. Je n'aurais pas donné cher de la peau de notre ami s'il n'avait pas été là pour s'interposer. » Tancrède affichait un grand sourire dans lequel on pouvait lire la nostalgie des frasques de sa propre jeunesse. « Décidément, fit-il, cette halte à Tiblihuit vous aura fourni une réserve intarissable d'histoires à raconter. Je dois vous annoncer que, pour le plus grand bonheur d'Ibrom et le plus grand péril d'Exem, nous devons y refaire une halte en repartant d'ici, ajouta Démétra. Exem devint pâle, et Ibrom éclata de rire à nouveau. Alors qu'il s'apprêtait à renchérir avec une quelconque boutade, Démétra coupa court à la conversation. « Nous arrivons aux épaves de l'épave. Concentrez-vous donc sur les commandes et approchez-nous le plus possible. Nous allons chercher un point d'amarrage stable. » Tancrède se tourna vivement vers Démétra, lui lançant un regard gorgé de reproches, mais elle l'ignora. Devant eux se dressait un astéroïde gigantesque à la forme irrégulière. Il ressemblait effectivement à un sablier. À mesure que le kraken s'approchait de la surface sombre de celui-ci, les reliefs escarpés en dents de scie qui partaient à l'assaut des étoiles leur paraissaient de plus en plus grands. Le paysage noir luisait faiblement et les surfaces polies de certaines falaises se teintaient d'une lueur brunâtre. Exem et Ibrom, à présent très sérieux, manipulaient l'engin avec précaution, échangeant de brèves informations techniques en pianotant sur la nuée d'écran du poste de commande. S'enfonçant toujours plus dans l'ombre des étranges montagnes auxquelles l'absence de gravité avait donné des allures irréelles, le kraken survola un profond canyon aux abîmes insondables. Malgré tout, Tancrède avait le regard plongé vers le fond des crevasses. À certains moments, il aurait juré apercevoir de brefs éclats de lumière ambrée qui troublaient l'obscurité. Démétra dispensait des indications sur le chemin à emprunter. Bien qu'elle n'ait eu vent de l'existence de cette épave que par de simples rumeurs, elle semblait connaître son emplacement exact. Tancrède avait beau côtoyer cette jeune fille depuis ses premiers mots, et ne cessait d'être émerveillé par la justesse de cette intuition qu'elle mettait sous le compte de ses visions. Démétra avait toujours une longueur d'avance sur tout le monde. C'en était déconcertant. Elle ordonna au jeune pilote de rapprocher l'estafette d'une zone d'ombre bien particulière et d'allumer le spot lumineux. Après une hésitation du générateur qui peinait à chauffer, le projecteur du vaisseau clignota brièvement avant de transpercer l'obscurité de son faisceau jaune. Face à eux reposait un immense squelette métallique aux fragments éparpillés sur la roche. Un nuage de débris étincelant flottait dans le vide aux alentours de la carcasse. Manifestement, ce tas de ferraille éventré avait été un croiseur de guerre. Il était difficile de savoir depuis quand la dépouille du vaisseau reposait là, mais la raison de cette destruction était évidente. Le navire, une bonne centaine de fois plus grand que la petite estafette de Démétra, s'était visiblement embroché sur une excroissance rocheuse qui pointait comme une lame au travers de sa victime. Par la queue de mes comètes, même le plus demeuré des ormuz aurait compris que naviguer avec un croiseur de cette taille dans ce canyon était une chose impossible, s'écria Ibrom. Bien que Tancrède n'ait pas saisi la référence au bétail ruminant qui peuplait les prairies d'Ectalion, il ne pouvait qu'approuver. Pénétrer dans un espace aussi restreint avec un engin aussi massif n'était que pure folie. Une folie qui ne peut être motivée que par une seule chose, marmonna-t-il en serrant les dents. L'octalium, acquiesça Démétra. Tancrède frémit. Les épisodes les plus sombres de sa vie revinrent effleurer la surface de son esprit. Le capitaine se décida enfin à expliquer leur présence ici.
Vous pouvez le voir à l'aspect de cette carcasse, ce croiseur ne répondait à aucune allégeance. Et si les couleurs et le blason d'une famille ou d'un ordre quelconque ont jadis orné son fuselage, ils ont été effacés. Ce vaisseau appartenait à des pirates. Une lueur de surprise illumina les yeux d'Exem et Ibrom. Tancred n'était, pour sa part, guère étonné. Ils ont vraisemblablement voulu mener une expédition ici pour puiser dans le gisement d'Octalium et en dérober une partie, ajouta-t-elle. D'ailleurs, Ibrom, tu te trompes. Ce croisant ne s'est pas embroché stupidement contre les parois du canyon. Regarde bien. Elle pointa du doigt le flanc broyé de l'épave et, alors qu'ils s'approchaient lentement, ils purent tous voir distinctement que la coque était criblée d'impacts noircis. « Bon sang, une vraie passoire, murmura Exem. Ils ont été abattus ici, poursuivit Démétra. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que ce vaisseau n'appartenait à nul autre qu'au grand Jael Anaker. Anaker, en tout cas, quelque chose comme ça. Pour le coup, ses trois compagnons lui jetèrent des regards incrédules. Anaker, tu souffla Tancred, tu en es sûr? Certaine, répondit Démétra, avec un aplomb qui ne laissait place à aucune remise en question. Ses coéquipiers ne se seraient d'ailleurs pas permis de suggérer qu'elle avait tort. D'abord parce qu'ils savaient pertinemment que leur capitaine se trompait rarement, mais aussi parce qu'elle détestait avoir à se justifier et répugnait à aborder le sujet de ses visions. « Bien, dit simplement Tancred. Je comprends maintenant pourquoi tu es si curieuse d'y jeter un coup d'œil. Allons-y, mais ne traînons pas. » Le regard de la jeune femme fut traversé par une lueur de bonheur enfantin. « Exem, approche-nous de ce grand trou dans la carlingue. Vous autres, enfilez vos combinaisons. » Jael Enoker était de ces figures célèbres à double face qui avaient marqué l'histoire. Il avait dirigé pendant un certain nombre d'années la flotte militaire d'Aslo Pourpre-Lune et était considéré comme l'un des plus fidèles soldats de cette noble maison. D'aucuns le considéraient même comme l'un des plus brillants chefs militaires de la galaxie. Mais quand le grand Aslo s'éteignit, son fils, Novo Pourpre-Lune, prit le pouvoir sur la maison et ses systèmes assujettis. Les accointances de ce dernier avec le dogme, les adeptes du dieu machine, avaient déplu à Honecker. Au fil des cycles, la maison Pourpre-Lune s'était radicalisée et le grand chef militaire avait été mis à l'écart. Il avait rassemblé des partisans, dérobé une quantité impressionnante de vaisseaux et d'armements spatial et avait envahi la planète Géro-Néo 2, une simple biosphère agricole sans défense, pour y installer son fief rebelle. Il avait entrepris l'invasion des planètes habitables voisines, Géro-Néo 4 et Géro-Néo 5, et ses forces s'étaient retrouvées inutilement éparpillées. Il avait finalement été détruit par une frappe vengeresse de Novo Pourpre-Lune et contraint de fuir avec le dernier croiseur qui lui restait, en compagnie d'une poignée d'hommes. Il avait fait retirer la couleur pourpre du vaisseau et avait effacé toute trace du blason en croissant de lune de son ancienne allégeance. Il s'était lancé sur la voie dangereuse des parias. Hennecker était devenu un pirate à part entière, comme tant d'autres, et avait renié ses anciens désirs de grandeur, sa noblesse et son honneur, pour se contenter de piller les richesses que lui offrait cette vaste galaxie aux 1000 visages. Mais son avidité l'avait amené à franchir une limite inacceptable. Il s'était attelé au pillage d'un gisement d'Octalium et avait été abattu pour cette faute. Le Kraken, bien qu'uniquement poussé par la curiosité maladive de son capitaine, était en train de commettre la même erreur. Après avoir amarré le vaisseau et l'avoir approché en marche arrière de l'ouverture grâce au câble de traction, Exem avait été terriblement déçu d'apprendre qu'il resterait seul à bord pendant que les autres s'engouffreraient dans l'épave. Mais comme toujours, il avait ravalé sa frustration et sa timidité l'avait empêché d'opposer une quelconque protestation aux ordres de Démétra. Seul dans le poste de commande, il observait sur les écrans l'image que lui renvoyaient les caméras arrière du vaisseau. Il voyait les silhouettes de Démétra, Tancred et Ibrom flotter lentement en direction de la cavité creusée par une explosion dans le flanc du croiseur pirate. Quelques jets blancs sortaient de l'arrière de la combinaison, tandis qu'ils équilibraient leur trajectoire à l'aide de propulseurs intégrés à leur scaphandre. Ils disparurent peu à peu dans l'obscurité de l'épave. Exem se leva de son siège et se rendit dans la minuscule cuisine à l'arrière du vaisseau afin de se faire du thé de com pour tuer l'ennui. Il était plongé dans ses pensées et ressentait une certaine amertume en réalisant qu'une fois encore, il était tenu à l'écart des réjouissances. Tancred avait évidemment décidé d'accompagner Démétra. Il n'aurait pu en être autrement, son obsession pour la protection de la jeune femme étant sans limite. Ibrom aurait pu rester avec son ami dans le vaisseau, ne serait-ce que pour lui tenir compagnie. Mais il n'en avait pas émis le souhait et s'était contenté de redresser un haussement d'épaule à Exem quand Démétra lui avait demandé de l'accompagner. Exem se sentait légèrement floué, un peu jaloux aussi.
Les deux compagnons pilotes étaient fascinés à égale mesure par Démétra et aucun d'eux n'aurait refusé la moindre minute en sa présence. Bien qu'Exem tentait de rejeter cette idée, il se savait un peu amoureux de son capitaine. Tandis qu'il pénétrait de nouveau dans la salle de commande, sa carafe d'argent pleine de thé à la main, il fut assailli par les signaux sonores qui émanaient du radar de présence magnétique. Il n'était pas seul.